plaisir pour cette cinquième matinale de l'IEM 2026 de vous présenter Béatrice Weisgou qui va nous parler d'un thème très intéressant de façon un peu conceptuelle. Je vais vous expliquer pourquoi, sur l'amiable et le droit de la famille et deux points vers une coopération interdisciplinaire. Alors Béatrice, tu es avocat, tu as prêté serment en 76, tu as fait partie de l'élite du barreau puisque tu as été secrétaire de la conférence, tu es spécialisée en droit de la famille et du patrimoine, tu as fait partie du Conseil national des barreaux, de tas d'organismes dont je ne vais pas énumérer la liste parce que ça serait trop long et ça entamerait ton temps de parole. Tu as fondé l'Institut du droit de la famille et tu as participé l'année dernière au cycle de l'amiable qui était organisé par la Cour de cassation, qui est toujours en cours, et tu as parlé de la sociologie de l'amiable. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Alors pourquoi ce sujet nous intéresse? Parce que les spécialistes nous disent que la médiation familiale n'a pas rempli tous les espoirs qu'on mettait en elle. Donc, tu procéderas à un état des lieux aujourd'hui de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amiable dans le droit de la famille. Et puis, tu ouvriras une perspective et un champ porteur pour nous dire comment ça va évoluer, comment ça devrait évoluer, pourquoi on est dans une période charnière. Et donc, nous sommes tout oui pour écouter ta bonne parole, Béatrice. À toi de jouer. Bien, bah, merci beaucoup de cette charmante et sympathique présentation. Bonjour à tous et toutes. Je suis très flattée d'avoir été invitée à votre matinale et vraiment ravie parce que je parle d'un sujet qui me tient très très à cœur, qui est effectivement l'amiable en droit de la famille. Alors, ce que je souhaite, c'est évidemment, bien sûr, vous parler de médiation familiale, mais aussi de médiation patrimoniale, et puis aussi sous cet angle, sous un angle un petit peu, je dirais, nouveau, qui est pour moi le développement d'une interprofessionnalité en matière d'amiable. C'est-à-dire que quelque part, on est passé de cette notion de modes amiables strictement cantonné à la médiation, un processus amiable dans lequel interviennent d'autres professionnels que les médiateurs. Et donc ce nouvel écosystème, je dirais, il faut qu'il soit pris en compte. Et il est pris en compte à la fois par l'interprofessionnalité, mais aussi par ce que je vais appeler l'intermodalité, c'est-à-dire les différents modes amiables qui se diversifient aujourd'hui et je vais essayer de vous démontrer que c'est en réalité une chance aussi pour les médiateurs et bien sûr les experts, puisque vous êtes un institut qui est à la fois médiateur et expert. Et puis dans une deuxième partie, j'ouvrirai d'autres perspectives, parce que finalement, la médiation familiale, elle s'est inscrite et patrimoniale inscrite dans le cadre des crises, du règlement des crises. Et là, je voudrais vraiment ouvrir des perspectives sur la médiation en amont, si je puis dire, la médiation qui permet d'accompagner des projets, non plus dans des situations de crise, mais dans des situations de construction familiale. Alors d'abord, en premier lieu, effectivement, je pense qu'on assiste actuellement à un changement de paradigme sur notre conception de l'amiable. Je crois qu'on assiste à ça parce qu'en réalité, et Catherine l'a dit dans son introduction, on a eu une déception finalement sur le développement de la médiation familiale. On s'était dit que la médiation familiale allait véritablement permettre d'avoir des crises beaucoup moins violentes dans les familles et que on allait alléger le travail des tribunaux. Et en réalité, aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et on est plutôt dans un regard déceptif sur le développement de la médiation familiale stricto sensu. Alors, je pense qu'il faut quand même dire qu'il y avait des obstacles de départ et je voudrais quand même les signaler. D'abord, le sentiment pour les familles que justement on avait créé la médiation familiale pour leur refuser la justice parce que la justice n'avait plus les moyens de s'occuper d'eux et donc un ressenti des familles comme une forme de déni de justice. Et puis également, il faut le prendre aussi en considération, le sentiment quand les familles sont en crise, que finalement c'est plus facile de s'en remettre à un tiers qui va décider pour eux que de construire ce long chemin et ce difficile chemin de restauration d'un dialogue. Et puis enfin, je crois que la médiation familiale a beaucoup pâti d'une bataille toxique
de départ entre les travailleurs sociaux et les juristes. On a véritablement considéré à l'origine que la médiation familiale, ce n'était pas du droit et qu'on n'avait pas besoin de droit d'ailleurs pour s'occuper des enfants et que finalement l'avocat était l'ennemi. Je pense que l'avocat du coup s'est positionné dans cette posture d'ennemi et que cette bataille a beaucoup nui au développement à l'origine de la médiation familiale. Alors pourquoi on est aujourd'hui en route sur un changement? C'est important aussi de le signaler. Bah, d'abord, je pense que l'encombrement de la justice est devenu tel que même les acteurs du judiciaire opposés à l'amiable se disent que ce n'est plus une bonne solution. Ensuite, je pense qu'on a aussi pris conscience dans notre société des dégâts absolument considérables que faisaient les crises familiales sur les enfants. C'est incontestablement par les dégâts sur les enfants que je dirais, l'amiable a repris un petit peu d'énergie dans le traitement des crises familiales. Et puis enfin, je crois aussi qu'on a multiplié les formations à l'amiable. Il y a eu des acteurs véritablement de l'amiable qui ont voulu faire comprendre à tout le monde que c'était une solution qui était bien préférable au combat et qui ont été à l'origine de ces formations. Et aujourd'hui, on constate que presque tous les professionnels de la famille, qu'ils soient médiateurs ou autres, ont des formations à l'amiable. Et notamment, je pense aux avocats qui ont beaucoup de formations à l'amiable qui leur sont offertes. Alors, tous ces mouvements, si je puis dire, ont amené et amènent aujourd'hui des changements. Et ces changements, il faut vraiment essayer de les comprendre et de les conceptualiser. Le premier changement, c'est qu'on n'est plus du tout sur une médiation familiale qui est un mode alternatif. On a d'ailleurs changé les mots. On ne dit plus mode alternatif au règlement des litiges, ce qui était le mot originel. Aujourd'hui, on dit les modes amiables, donc c'est beaucoup plus générique. Donc la médiation n'est plus l'alternative à la justice et on est au contraire dans des process qui intègrent l'amiable au sein du judiciaire. Donc on est dans une relation qui s'est rétablie, me semble-t-il, ou en tout cas qui est en train de se rétablir entre le judiciaire et l'amiable pour trouver le meilleur traitement des crises familiales. Et puis, c'est l'ambition d'une approche cohérente entre tous les process et entre tous les professionnels entre eux. On veut coordonner les process. Et on le voit sur un certain nombre de process qui sont aujourd'hui en marche et dont je vais effectivement vous parler. Donc, deux idées. L'amiable est un terme beaucoup plus générique. On ne fait pas de l'amiable, on traite les crises familiales et on intègre de l'amiable dans ce traitement. Et c'est d'ailleurs intéressant de noter, et je pense que ça a été une étape considérable, qu'on a créé dans le Code de procédure civile un titre réservé à l'amiable. C'est bien cette idée de processus coordonné. Donc il y a des process en marche et puis il y a également une interprofessionnalité qui s'organise et qui doit en tout cas s'organiser autour de ces process en marche. Alors, dans les process en marche, je distinguerais les modes hybrides, qui sont donc à la fois judiciaires et amiables, judiciaires et conventionnels, et puis les modes totalement extrajudiciaires, qui sont aussi matinés aujourd'hui et de plus en plus d'interprofessionnalité. Sur les modes hybrides, je prendrai un premier exemple qui est la césure. La césure, c'est ce process judiciaire qui permet de distinguer dans une crise familiale notamment ce qui est du ressort du juge et ce qui est du ressort d'un mode amiable et par exemple d'une médiation. On a effectivement, dans des situations de crise, besoin quelquefois que le juge tranche un point pour qu'ensuite on puisse travailler sur les sujets. On a d'ailleurs, je trouve, et c'est intéressant, on voit un peu se développer ce qu'on appelle les médiations post-décision. C'est extrêmement intéressant et je pense que dans le dialogue que les médiateurs doivent avoir avec les magistrats, je pense qu'il faut leur faire comprendre que désigner un médiateur dans une décision qui tranche un premier point, c'est extrêmement important et l'accompagnement des décisions permet souvent d'éviter le retour vers le juge. Et donc, je pense que dans les processus hybrides, la médiation post-décision est extrêmement intéressante. Et puis, il y a
et j'en dis un mot important parce que je crois que ça préoccupe beaucoup les médiateurs familiaux de votre association, enfin de votre institut, le consensus parental. Alors le consensus parental, c'est un mode judiciaire de traitement des litiges, mais qui intègre des notions de conciliation et de médiation et d'amiable. C'est un mode qui a été inventé, alors qui part d'une méthode allemande, mais qui a été mis en place véritablement pour la première fois en Belgique par une dame qui s'appelle Marie-France Carlier, qui est un juge extrêmement actif et qui n'arrive pas à promouvoir son système en Belgique, mais qui commence à le promouvoir de manière extrêmement efficace en France. Il est installé à Privas déjà, ce système, et il vient d'être installé à Lille. Et aujourd'hui, il est l'objet d'un groupe de travail qui va le mettre en place au tribunal judiciaire de Paris par l'énergie, je dirais, de Madame Hébrard, qui est la présidente des affaires familiales de Paris. Et donc, cette présidente va réserver son cabinet à des dossiers que les avocats vont finalement lui présenter, dont ils pensent que ces dossiers peuvent être du ressort de ce processus. Ce processus, évidemment, il met l'amiable au premier chef et la recherche des accords au premier chef du travail du juge, mais pas seulement du juge. L'idée, c'est bien que tous les professionnels soient mis en valeur dans cette affaire. Donc on a d'abord, la procédure se déroulerait de la manière suivante, une audience collective avec le juge qui explique un peu comment tout va se passer et puis surtout qui fait appel aux justiciables et aux avocats pour leur montrer les bienfaits de l'amiable. Et ensuite, des audiences qu'on appelle vraiment des audiences d'orientation dans lesquelles le juge et les avocats vont essayer d'amener les parties à trouver un accord par des process particuliers. Et puis, à l'issue de cette audience, soit on a un accord qui est immédiatement entériné et qui devient une décision, soit on se rend compte qu'on a besoin de plus de travail, de dialogue et autres. Et là, il y a des médiations, des médiateurs qui font des permanences et auxquels on peut adresser immédiatement les parties avec leurs avocats. Et puis, sinon, on a également des situations dans lesquelles on se rend compte qu'il ne peut pas y avoir d'accord. Et là, on envoie directement directement à une procédure, je dirais, classique. Cette expérimentation, elle ne concerne que les sujets sur l'autorité parentale hors divorce. C'est donc une expérimentation. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails de ce process, mais il est extrêmement intéressant à la fois par les méthodes qui sont utilisées, mais par la combinaison justement de l'autorité du juge, le conseil des avocats et le recours possible et immédiat à la médiation. Donc on voit bien comment le consensus parental, il illustre parfaitement ce que je considère comme cette interprofessionnalité autour de l'amiable. Je voudrais dire un mot dans les modes hybrides également. Il y a ce retour de l'expert conciliateur. Alors, j'ai bien compris que dans votre institut, c'était aussi un sujet important, mais je pense qu'il y a un sujet qui vous préoccupe, mais je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser parce que le rôle de l'expert dans la recherche des accords est également extrêmement intéressant. Alors, au cours de son expertise, me semble-t-il, il peut être conciliateur, mais évidemment, il faudrait qu'il ait déposé son rapport pour pouvoir ensuite devenir un médiateur éclairé dans le sujet dont il a été l'expert. Enfin, je pense que vous avez travaillé là-dessus, mais il faut vraiment travailler sur cette perspective. Après, il y a des tas de modes extrajudiciaires qui sont très, très intéressants et qui justement caractérisent cette interprofessionnalité et qu'il faut développer et qui vont se développer. Il y a d'abord la comédiation et Caroline Morel et Pauline de la Motte-Rouge étaient très intéressantes dans leur matinale pour nous dire combien une comédiation c'était intéressant. Et moi je trouve qu'elle est très intéressante aussi la comédiation lorsqu'elle est d'un juriste et d'un médiateur. Parce que là, je pense qu'il y a une véritable complémentarité. On voit également se développer de plus en plus les médiations dans lesquelles on laisse venir les parties avec leurs avocats. On intègre l'avocat dans le processus de médiation et on se rend compte quand même des bénéfices que cela apporte pour les... Alors là encore, on voit bien l'interprofessionnalité. Il y a également la médiation avec les problématiques autour des enfants et les auditions d'enfants. Il y a un nouveau métier qui
c'est pas un métier d'ailleurs, c'est plutôt une nouvelle mission qui est véritablement l'audition d'enfants. Il y a un diplôme universitaire qui forme à l'audition des enfants et je pense que c'est très intéressant pour les médiateurs de regarder un peu ce métier d'auditeur d'enfants, cette mission d'auditeur d'enfants qui véritablement peut apporter un plus dans la recherche des solutions amiables justement pour les enfants. Et puis, il y a évidemment le recours à des tas d'autres professionnels. Il y a une multiplication de nouveaux professionnels autour de l'amiable. Il y a les coachs parentaux, il y a les coordinateurs parentaux. Je crois que tous ces nouveaux métiers, il faut les prendre en considération et il faut réfléchir à leur rôle à chacun. Et on est là, je pense, à un moment charnière de savoir si on entre dans un champ de concurrence entre tous ces métiers ou si au contraire on décide de coopérer. Et moi, de mon point de vue, évidemment, c'est la coopération que j'appelle de mes voeux, avec quand même des rôles extrêmement diversifiés et utiles de chacun de ces métiers. L'avocat n'a pas le même rôle que le médiateur. L'avocat négociateur n'est pas du tout un médiateur. Le magistrat n'est pas non plus un médiateur. Il a une forme d'autorité et il n'est pas dans cette neutralité du médiateur. Les nouveaux métiers d'enfants sont également des métiers intéressants. Je prends le coordinateur parental qui intervient dans des conflits de haute intensité. Il a aussi véritablement son rôle. Donc je crois qu'il faut vraiment considérer avec respect tous ces nouveaux métiers et tous les métiers en général autour des familles pour considérer que s'ils s'imprègnent de l'amiable, leur rôle peut être véritablement utile dans une équipe qui a pour objectif de trouver des solutions et des accords. Mais évidemment, cette interprofessionnalité, elle doit être organisée. Et là, je pense qu'un institut comme le vôtre peut avoir un rôle très important d'organisation des relations entre les différents professionnels. Parce que quand on dit interprofessionnalité, ce n'est pas une addition de compétences, c'est une organisation, c'est un process. Il faut évidemment travailler sur le secret, le partage du secret, la confidentialité. Et il faut surtout que tout le monde prenne en compte le fait que finalement, les prescripteurs de toutes ces missions, ce sont les professionnels eux-mêmes, entre eux, et que la création de réseaux de professionnels qualifiés, qui se respectent et qui sont compétents, ben, c'est aussi une manière de véritablement développer cette activité. Alors voilà les quelques mots sur la situation du traitement des crises que je voulais vous dire, parce que je suis encadrée dans un temps et il y aurait beaucoup d'autres choses à dire évidemment, mais je voudrais consacrer aussi un petit peu de temps à une autre perspective que pour moi je trouve absolument formidable, qui est de passer de l'amiable dans la crise à l'amiable dans la construction de la famille. Parce que en réalité, on a peu à peu infusé l'amiable, mais il faut l'infuser en amont. Aujourd'hui, on fait l'amiable dans le traitement de la crise, c'est-à-dire au moment où c'est finalement le plus difficile de le faire comprendre aux familles. Et donc, l'idée, c'est de venir en amont de ces crises, bien en amont, et d'accompagner les familles pour donner une espèce de culture de l'amiable dans la construction de la famille. Et donc, je voudrais parler de ça autour de cette notion très à la mode aujourd'hui, qui est la notion de médiation de projet. La médiation de projet, c'est évidemment un processus amiable qui a pour objectif de faire aboutir un projet. Alors en vrac, on dit ben, il faut placer la communication, la coopération au cœur de la construction du projet. On offre un espace sécurisé d'échange pour surmonter tous les blocages. Et puis, on recherche un avenir durable au projet. Tout ça, c'est ce que on dit de la médiation de projet utilisée aujourd'hui essentiellement dans l'entreprise ou éventuellement dans les collectivités territoriales. Mais en réalité, quand vous regardez ces objectifs de la médiation de projet, vous vous rendez compte qu'elle s'applique parfaitement à des projets familiaux. Car aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les familles ont besoin d'être accompagnées. Les familles ont changé complètement. Autrefois, on naissait dans un village, on se mariait dans le village, on mourait dans le village, éventuellement on exerçait la profession de ses parents. Les choses étaient relativement simples. Mais depuis maintenant un certain nombre d'années, les familles sont devenues extrêmement diverses et les situations sont de plus en plus complexes. Vous avez effectivement des situations internationales, vous avez des familles recomposées, vous avez le mariage pour tous avec des couples de même sexe. Bref, on a des situations de plus en plus diverses, de plus en plus compliquées.
Et en même temps, on a une aspiration de ces familles à avoir des solutions sur mesure. On contractualise le droit de la famille. Il y a de moins en moins d'ordre public en matière de droit de la famille. Donc, une plus grande liberté de construire. Et donc, évidemment, le besoin d'être accompagné de ce fait, parce que la liberté de construire, c'est aussi un petit peu l'inconnu pour les familles. Et puis enfin, il y a un phénomène extrêmement intéressant, je trouve, dont il faut prendre conscience, c'est que la famille autrefois était simple aussi dans son fonctionnement, c'est-à-dire que les rôles étaient extrêmement facilement attribués. La femme avait un rôle autour des enfants, le mari autour du patrimoine, et on ne faisait jamais parler les enfants sur les questions qui les concernaient. Aujourd'hui, on a donné la parole à tout le monde. Il y a l'égalité évidemment des deux membres du couple pour prendre leurs décisions, mais on a aussi donné la parole aux enfants et on a des conventions internationales qui nous obligent à le faire. Donc on est dans une situation finalement où sur chaque projet, on a une forme de conflit d'intérêts. Et ces situations-là, pour les affronter, pour avancer, pour les construire de manière durable et épanouie, eh bien évidemment, une médiation de projet, c'est exactement la solution qu'il faut. C'est cet accompagnement à la fois juridique, mais aussi un accompagnement de dialogue. Et je pense que dans une équipe pluridisciplinaire, on doit pouvoir aborder cela. Alors, je vais citer quelques exemples et vous allez voir tout de suite combien à la fois il y a un besoin et combien à ce besoin on ne peut répondre que par une équipe interdisciplinaire. Je prends par exemple l'exemple d'une expatriation. On a un couple avec des enfants et l'un des membres du couple se voit avoir une offre formidable à l'étranger. Je prends l'Angleterre parce que l'Angleterre a des caractéristiques, notamment sur le plan familial, différentes de la France. Eh bien, dans une situation de cette nature, évidemment que ce projet a des conséquences compliquées pour toute la famille, pour l'autre membre du couple qui a un métier en France et qui va devoir changer de métier, pour les enfants qui vont perdre leurs amis et devoir être dans un autre collège, et puis aussi effectivement des conséquences sur l'avenir, sur l'argent, sur le patrimoine. Et puis en Angleterre, eh bien, le régime matrimonial français, par exemple, de séparation des biens n'aura pas du tout d'effet. Et donc, on est dans une situation où il faut peut-être revoir ce régime et même créer ce qu'on appelle des nuptial agreements pour pouvoir faire promener notre régime matrimonial français. Donc, en réalité, on voit bien que dans cette situation, on a à la fois besoin d'un juriste, on a éventuellement besoin d'un fiscaliste, on a besoin surtout d'un médiateur pour faire dialoguer tout le monde, on a besoin peut-être d'un auditeur d'enfants pour écouter les enfants. Donc vous voyez bien que dans cette situation, l'équipe pluridisciplinaire, eh bien, elle va évidemment pouvoir construire cette médiation de projet. Autre exemple, un chef d'entreprise qui a 3 enfants, un des 3 enfants est évidemment dans l'entreprise alors que les 2 autres pas du tout. Il n'a pas forcément tous les moyens d'indemniser celui qui veut reprendre l'entreprise. Eh bien là, incontestablement, le chef d'entreprise peut aller voir un avocat tout seul et se faire conseiller sur les solutions, mais ô combien une médiation de projet peut donner un avenir durable aux décisions qu'il va prendre, et notamment après son décès. Les exemples peuvent être multipliés. Vous voyez bien qu'à chaque fois, il y a besoin de juristes, il y a besoin de médiateurs, il y a besoin éventuellement de juristes de la famille et de juristes d'affaires. Enfin, vous voyez bien qu'il faut construire toutes ces équipes pour accompagner dans ces médiations de projets. Alors moi, je voudrais en conclusion de cette intervention vous dire qu'on est sur un marché en mutation, c'est absolument clair. On est sur une multiplication des acteurs, mais je crois qu'on est aussi sur une multiplication des besoins et donc sur une possibilité de construire des nouveaux services. Il faut simplement que ces nouveaux services soient adaptés. Et pour moi, ces nouveaux services, pour qu'ils soient adaptés, il faut avoir de l'inventivité, à la fois dans les process, c'est-à-dire dans les modes qu'on propose, dans l'organisation des professionnels entre eux. Et je crois que si on devait résumer un peu tout ça, c'est de dire que il ne faut pas être trop dans la concurrence, mais plutôt dans la recherche de la coopération.
Et je crois que c'est un enjeu absolument considérable parce que notre société aujourd'hui est fracturée, on le sait bien, elle est violente et que finalement le travail fait au sein des familles, c'est un travail qui infuse ensuite dans la société. Donc si nous arrivons, juristes et médiateurs et juges, à insuffler cet amiable dans les familles, je pense qu'on l'insufflera en partie aussi dans notre société. Bon, Béatrice, c'était passionnant parce que tu nous as donné